L'arrestation des soldats burkinabés en Côte d'Ivoire peut-elle conduire à de nouvelles tensions entre Ouagadougou et Abidjan? Une question au cœur de cette émission de Point sur l'actualité au moment où tout porte à croire que le militaire et le volontaire pour la défense de la patrie se sont égarés en se retrouvant par inadvertance sur le sol ivoirien. En septembre 2023, 2 gendarmes ivoiriens avaient déjà été interpellés du côté du Burkina Faso. Un principe de réciprocité qui suscite d'autres interrogations ce soir au cœur de cette émission. Le récent incident qui a eu lieu du côté de Bounkiadi va-t-il faire évoluer les choses en ce sens qu'il concernera, ou du moins qu'il fera évoluer les choses avec notamment la libération des gendarmes ivoiriens, les soldats burkinabés et bien sûr le volontaire pour la défense de la patrie vont-ils finalement servir de monnaie d'échange? Comment éviter une nouvelle brouille entre Abidjan et Ouagadougou? Nous tenterons d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations ce soir au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. En deuxième thématique, les États-Unis accusés de blanchir les responsables de l'attentat terroriste ayant visé le 22 mars dernier le Crocus City Hall de Moscou. Le département d'État américain, les services de renseignement américains, les organisations non gouvernementales affiliées et les médias ont été chargés de dissiper tout soupçon sur l'implication de Volodymyr Zelensky et de son entourage dans ce crime, selon bien sûr des informations reçues par le service russe des renseignements extérieurs. Voilà autant d'éléments sur lesquels nous revenons ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Comment éviter une nouvelle brouille diplomatique entre Abidjan et Ouagadougou? La question se pose au lendemain de l'arrestation du côté de la Côte d'Ivoire d'un soldat et d'un VDP, un volontaire pour la défense de la patrie. Quand on se souvient que en septembre 2023, 2 gendarmes ivoiriens avaient été interpellés cette fois du côté du Burkina Faso. Du coup, nous mettons les deux situations en perspective ce soir. Un principe de réciprocité qui interroge clairement. Le récent incident, celui bien sûr de Boukadi, va-t-il faire évoluer les choses en ce sens qui concerne bien sûr la libération des 2 gendarmes ivoiriens? Le soldat burkinabé et le volontaire pour la défense de la patrie vont-ils finalement servir de monnaie d'échange? On en parle ce soir aux côtés bien sûr de ces accusations, entre autres Washington accusé donc de blanchir les véritables responsables l'attentat terroriste ayant visé le 22 mars dernier le Crocus City Hall de Moscou. Les informations ont été reçues par le service russe des renseignements extérieurs. 2 thématiques pour 2 invités aux côtés de Linda Larbaoui. Bonsoir à vous et très bon début de semaine, Linda. Bienvenue à vous. Bonsoir à vous également, bonsoir à toute l'Afrique, joyeuse Pâques à tous ceux qui sont concernés, bien évidemment. Et puis, bonsoir à vos invités, à mon frère Passion et à toute l'équipe de votre chaîne de télévision. Et merci de m'avoir invité. Merci à vous, Linda Larbaoui, aux côtés de Patient Parfum d'Homme qui démarre également la semaine à nos côtés. Un plaisir de vous avoir ce soir dans le cadre de cette émission. Une fois de plus, Patient Parfum d'Homme. Bonsoir Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe. Bonsoir à la grande dame Linda Larbaoui, la grande prêtresse du panafricanisme. Très heureux de la retrouver ce soir une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, plus que millions de téléauditeurs, sans oublier nos techniciens, et à toute l'Afrique, aux 2 peuples qui me tiennent fort à cœur aujourd'hui. J'ai nommé les Burkinabés et les Ivoiriens. Je crois que l'esclandre n'ira pas plus loin que ce que nous voyons. Et merci pour cette invitation. Voilà. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme. D'entrée, Linda Larbaoui, la tension peut-elle monter d'un cran au lendemain, bien sûr, de l'interpellation du côté de la Côte d'Ivoire d'un soldat burkinabé et d'un volontaire pour la défense de la patrie? Alors, on pose la question surtout quand nous avons en mémoire qu'au mois de septembre 2023, déjà, du côté du Burkina Faso, 2 gendarmes ivoiriens avaient été interpellés de ce côté. Alors, est-ce que ce nouvel incident pourrait éventuellement conduire à de nouvelles tensions entre Abidjan et Ouagadougou? Ça pourrait, oui, ça pourrait si nous ne faisons pas attention.
quand vous avez ouvert l'émission, vous avez parlé de tensions diplomatiques. Là, nous parlons de militaires. Et quand il s'agit de militaires, ce n'est plus la diplomatie. On parle de diplomatie quand il s'agit bien évidemment de civils, du côté ministre ou député, tout ce qui est élu, mais tout ce qui est civil. Dès que nous passons ce cap et nous parlons de militaires, là les choses sont graves, parce que ce sont des actions de militaires à l'étranger contre un pays voisin. Peu importe ce que je suis en train d'expliquer, peu importe qui a commencé, que ce soit le Burkina ou la Côte d'Ivoire. Là, nous parlons, donc les missions concernent des gendarmes et puis les missions concernent aussi, qui sont des militaires et qui concernent aussi des militaires. Et c'est pour ça que je dis oui, ça pourrait devenir beaucoup plus grave. Je crains malheureusement, que nous sommes en train de vivre en Afrique ce que les pays du Moyen-Orient ont vécu dans les années 50, à commencer par l'Égypte, et les années 60 et 70. Des déstabilisations où la CIA a joué un rôle très important, des coups d'État qui ont été récupérés par les Américains et qui ont abouti au chaos que nous vivons aujourd'hui dans les pays du Moyen-Orient. Ça a commencé par l'Égypte, donc l'équipe de Mohamed Najib, le premier président égyptien avec son bras droit Jamal Abdel Nasser et toute l'équipe. Après, ça a été l'Irak. Après, ça a été bien évidemment la Syrie, le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad. Le Liban, c'est un cas particulier. Le Liban, le président ne décide pas, c'est plus parce que c'est un tout petit pays, mais un pays qui est influencé par son entourage. Donc, je crains que nous sommes en train de vivre le malheur des pays arabes dans ces années-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Des déstabilisations, des coups d'État. Des militaires qui récupèrent le pouvoir. Au départ, ce sont des patriotes, et puis après, ils ne veulent plus lâcher le pouvoir. Et ça peut mener à un chaos. Donc, on commence des actions les uns contre les autres. C'est ce que l'Égypte a fait contre l'Irak. Après l'Irak, c'était contre la Syrie. Après la Syrie, contre l'Égypte, ainsi de suite. Et c'est ça qui a donné, même l'Iran, après c'est l'Iran qui rentrait en jeu, il y a eu cette guerre entre l'Irak et l'Iran qui a duré 8 ans et qui a fait qu'en sorte que les Américains interviennent sur le continent et dans la région. Donc c'est comme ça que les Américains ont commencé à agir, que des mercenaires ont commencé à agir, et nous voyons aujourd'hui ce que ça donne, ce que ça a donné tout ça. Donc en Afrique, et j'ai tiré la sonnette d'alarme, hein, j'ai tiré sur d'autres émissions, sur d'autres chaînes, sur d'autres interventions que j'ai faites pour dire il faut apprendre des erreurs des autres. Il faut faire très attention, d'autant plus que les Américains sont en train de se faire chasser par le Moyen-Orient. Je l'ai dit déjà il y a plus de 2 ans, les Américains vendent 65% de leurs armes aux pays du Golfe et au Moyen-Orient. Donc s'ils n'ont plus ce marché, ils vont se créer un autre marché, ça va être l'Afrique. Un mois avant l'éclatement de la guerre du Soudan, je l'ai annoncé, j'ai dit le Soudan, ça va être catastrophique. Et actuellement, on parle de Gaza et malheureusement, personne ne parle du Soudan. Mais le Soudan, c'est beaucoup plus grave de ce qui se passe dans Gaza. Je vous le dis, il y a des véritables images qui arrivent. Donc, il y a la Somalie aussi qui est complètement déstabilisée. Et puis, il y a des accrochages de mercenaires, de tout ce que vous voulez, de militaires également. L'Éthiopie qui joue un rôle très important dans tout ça aussi, à vouloir s'accaparer un territoire somalien. Tout ça, ça a à voir avec ce qui se passe. C'est pour ça que je cite tout ce qui concerne l'Afrique actuellement. Et nous avons bien évidemment Mohamed Idriss Déby. Je n'arrête pas de dire que Mohamed Idriss Déby n'est pas un agent américain, il est proche des services secrets américains, il a fait ses études aux États-Unis et apparemment la presse arabe dénonce qu'il a une autre nationalité qui est américaine et qui a ouvert un bureau au Pentagone.
partout, tout ce qui se passe dans le Sahel part de chez lui. Donc, il est concerné dans ce qui se passe dans le Sahel. Nous avons les Émirats arabes qui est le bras droit et le bras qui frappe des Français et des Américains en même temps, avec des Israéliens derrière. Donc, regardez bien le manège que je suis en train de vous... le tableau que je suis en train de dresser, eh ben, c'est une bombe à retardement, ce que nous avons, et ça peut partir d'un militaire burkinabé en Côte d'Ivoire, ou ça peut partir d'un militaire ivoirien au Mali, ça peut partir de n'importe quoi. Et c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Merci. Merci à vous, Linda Larbaoui. Y a-t-il réellement un risque d'implosion aujourd'hui, patient Parfendom? Nous savons que jusqu'ici, les relations ne sont pas au beau fixe entre le pouvoir d'Abidjan et celui de Ouagadougou, mais ce nouvel incident, on a l'impression qu'il ne vient surtout pas arranger les choses, clairement, patient Parfendom. Oui, d'autant plus que nous sommes dans une situation de tension, palpable et quasi permanente entre ces deux pays, avec des envolées verbales qui n'ont laissé personne indifférent. Maintenant, il y a cette tension aussi qui a fait croire au service de renseignement d'ailleurs des deux pays que de chaque côté, de côté opposé, il y avait des tentatives, n'est-ce pas, d'organisation de quelque chose dans le cadre d'infiltration pour essayer de déstabiliser l'un ou l'autre pays. Malheureusement, il n'y a pas eu une véritable possibilité de discussion profonde entre les dirigeants de ces deux différents pays, dont on connaît aujourd'hui le caractère antagoniste, pour éviter justement ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est quoi? C'est tout simplement que, comme en Afrique, les questions de matérialisation de nos frontières sont ce qu'elles sont. Dans un premier temps, ces deux gendarmes ivoiriens qui se sont retrouvés en territoire burkinabé. À chaque fois, on dit qu'ils se sont égarés de toutes les façons, que ce soit les gendarmes ivoiriens ou encore le soldat burkinabé et le volontaire pour la défense de la patrie. Oui, vous savez, nos frontières, elles sont comme elles sont. Si je vous demande d'aller du côté de Fotokol, à l'extrême nord du Cameroun, et vous voyez, on vous dit qu'il suffit de traverser la rue, vous êtes de l'autre côté, c'est le Nigeria. Vous allez bien comprendre comment c'est assez complexe. La même chose au niveau du nord-ouest, quand vous êtes à Sabongari, j'y ai été, il suffit de faire quelques pas, vous vous retrouvez du côté du Nigeria. Donc quand deux États sont dans cette période de tension, et là, c'est vite parti, et puis ça peut déboucher, comme dit Linda tout à l'heure, sur une situation que personne ne peut maîtriser. Alors, moi, mon souhait, c'est qu'on garde bas la terre, qu'on sache raison garder, et que rapidement, un dialogue puisse être mis au devant de la scène pour régler ce problème-là de manière à l'amiable, si on peut le dire ainsi. Mais comment arriver à ce niveau, patient Parfendom, quand nous avons deux gouvernements antagonistes aujourd'hui qui s'opposent visiblement à tout point de vue? Mais je crois que là, au moins, il y a comme une espèce d'équilibre maintenant. C'est deux buts partout de chaque côté. Et donc, à échanger leurs différentes prises et que vraiment, ils créent des conditions d'un véritable dialogue, d'apaisement, comment dire ça, d'apaisement et puis de décrispation, voilà le mot que je cherchais, pour ne pas davantage envenimer la situation. Parce que vous savez, dans ces questions, il n'y a pas que les autorités des pays en place qui irritent, il y a aussi les commentaires. Et du côté ivoirien, des individus, et du côté burkinabé. J'ai par exemple lu un de nos amis, n'est-ce pas, pour Dassé, qui ne s'en cache pas, qui dit que bon, puisque c'est comme ça, nous irons jusqu'au niveau de Bouaké, parce que historiquement, Bouaké appartient au Burkina Faso. Vous voyez, ça peut faire prêter à sourire, mais il y a des couches qui prennent cela pour argent comptant et ça peut créer beaucoup de situations vraiment dommageables. Donc, je dis honnêtement que le moment est venu pour que les diplomaties des deux côtés essaie de régler rapidement ce problème-là pour qu'il ne dégénère pas. Et puis surtout, si cette tension-là continue, pourquoi ne pas avoir un contrôle mixte des deux armées, c'est-à-dire burkinabé et ivoirienne, pour contrôler cette bande
frontalière. Au niveau de la frontière. Voilà, au niveau de la frontière entre les deux, voilà, les deux pays. Pour éviter vraiment toute situation désagréable qui peut être l'étincelle dont ont besoin effectivement nos ennemis qui continuent de rôder comme des hyènes autour de notre continent et ils n'attendent que le déclenchement, n'est-ce pas, d'une étincelle pour rentrer dans le jeu et maintenant mettre en pratique le plan diabolique qu'ils ont pour l'instant encore sous la main et qui ne parviennent pas à mettre en pratique. C'est à nous d'être intelligents. Madame Linda l'a dit, l'Afrique a un tournant extrêmement important. Il faut qu'on fasse tout pour éviter des situations regrettables demain qui peuvent être à l'origine d'un chaos généralisé dans une zone comme celle-là, avec les égos, n'est-ce pas, avec ce nationalisme échevelé souvent de certains acteurs. Cela peut conduire à des situations extrêmement dommageables et ça, personne n'en veut aujourd'hui. Bon, de toute façon, les contradictions des différents régimes, je pense beaucoup plus au régime ivoirien, vont finir par produire quelque chose qui va dans le sens de tout ce que nous souhaitons. Voilà. Alors, Linda Larbaoui, que peut-on réellement espérer, parlant de la suite qu'il faudrait donner aux événements? D'aucuns s'accordent à dire que le principe de réciprocité a été appliqué. Le soldat burkinabé, le volontaire pour la défense de la patrie, pourrait éventuellement servir de monnaie d'échange pour la libération des 2 gendarmes ivoiriens interpellés du côté du Burkina Faso en septembre 2023. Est-ce que vous pensez réellement qu'un dialogue peut être envisagé dans un tel contexte? Ce contexte où nous avons 2 gouvernements qui se regardent pratiquement en chien de faïence. Si on veut calmer le jeu, il ne faut pas penser à la réciprocité, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que les 2 pays ne sont pas stables. Il n'y a aucun pays dans la région qui est stable. Nous vivons une période très difficile, une période de guerre mondiale, une période où les Américains ont choisi quand même d'augmenter le taux des intérêts. Donc l'inflation frappe tous les pays qui utilisent le dollar et les pays qui utilisent donc le franc CFA indirectement, ils utilisent le dollar. Les peuples sont au bout de leurs espérances pour que les choses s'arrangent et les choses ne s'arrangent pas. Donc la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien qui refuse depuis le départ Ouattara, il continue à le refuser. Donc ça peut dégénérer à tout moment, justement, où la population risque de se retrouver dehors à demander le départ d'un président. Ça peut arriver, ça, on n'est pas à l'abri de tout ça, avec bien sûr une petite intervention de la STIA, voire même du Mossad ou des services secrets français qui sont très actifs dans la région. Et ça peut partir aussi de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, sachant que le rôle du Burkina Faso dans la région, c'est exactement le rôle du Liban au Moyen-Orient ou le rôle de la Tunisie au Maghreb. Ce sont des pays déstabilisateurs par leur superficie, par leur position géopolitique et géographique. Et tout ça fait que c'est à partir de là que tout commence. Le printemps arabe a commencé bien évidemment en Tunisie. Et quand je parlais tout à l'heure des révolutions arabes des années 50, 60 et 70, ça a commencé par le Liban, ça partait du Liban. Alors que le Liban, encore une fois, je le précise, le président n'a aucune décision, c'est plus le Parlement. Et puis le Burkina, c'est pareil. Et des pays sahéliens, le Burkina a une particularité. C'est un pays où la moitié de la population est musulmane et la moitié est chrétienne. Et je vais attirer l'attention, justement, et on y reviendra au deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis et le Mossad sont en train d'essayer d'allumer une guerre dont les musulmans sont concernés contre la Russie, contre les alliés de la Russie. Et il y a eu des rapports très importants qui sont sortis là-dessus. Les Russes aussi l'ont dénoncé par rapport au Caucase et l'équipe qui a agi en Russie. Donc j'en dirai pas plus parce qu'on va y revenir. Et le Burkina est concerné par 2 religions qui occupent une place très très importante en Afrique. Ça, il ne faut pas le négliger.
des pays alliés à la Russie. Et on l'a bien vu clairement, et le président Traoré l'a bien annoncé, qui voulait s'impliquer davantage avec les Russes, mais je doute fort que les Russes accepteront que ce genre d'agissement, parce que les Russes, ils ont une politique, ils ont tourné le dos à Saddam Hussein parce que il achetait les armes chez eux, donc ils étaient concernés par n'importe quelle guerre. Et Saddam Hussein, quand il est rentré en guerre contre les Iraniens, il avait rien dit, il les avait même pas prévenus. Donc, ce qui est en train de se passer dans le Sahel, si on peut parler de réciprocité, c'est vraiment pas le moment. Regardez, il y a 2 ans, les Marocains ils avaient lancé des drones et ils ont tué deux camionneurs algériens plus un accompagnateur. L'Algérie a dit que je répondrais, mais elle n'a pas répondu par les armes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est attendu d'ailleurs. C'est allumer une guerre en Afrique. On a déjà une guerre qui est là, celle du Soudan, qui risque de se propager. Les Émiratis, ils ont déjà préparé 100 000, je vous donne des informations très sérieuses, ils ont préparé 100 000 mercenaires qui sont déjà prêts à intervenir dans le Sahel. Donc, et ils ont aussi loué un aéroport au Tchad. Si on parle du Burkina, ben le Tchad c'est à côté, c'est pas loin. Là, aux 3 frontières, on est déjà, quand on passe par le Tchad, on arrive aux 3 frontières, on est déjà au Burkina. Donc, il faut faire très attention, il ne faut pas négliger ce qui se passe à côté, parce que nous sommes concernés, que ce soit l'Algérie, qui est un pays frontalier, au Niger et également au Mali, ou que ce soit la Côte d'Ivoire également, qui est concernée, parce que les Américains veulent récupérer l'Afrique pour eux. Il y a une guerre secrète entre la France, les services secrets français et les Américains. Je n'arrête pas de le dire. Les Russes ne sont pas les seuls à être concernés par le continent africain. Les Russes n'agissent pas avec leurs services secrets. On n'a aucune preuve jusqu'à présent que des services secrets russes ont intervenu dans quelconque pays. Par contre, la CIA et le Mossad, les services secrets français, oui. Donc, si on doit parler de réciprocité, ce n'est pas le moment. Il faut d'abord stabiliser, il faut d'abord donner au peuple de quoi il peut se nourrir dignement, il faut lui donner de quoi il peut se soigner dignement aussi, et il y a d'autres manières de répondre. C'est pas parce qu'on m'a envoyé des mercenaires que je vais renvoyer des mercenaires. Il faut être plus intelligent que ça. Et il faut aussi avoir une stratégie. Quelle est la stratégie aujourd'hui des pays comme le Mali ou le Burkina aujourd'hui? Il faut qu'ils aient une véritable stratégie pour sortir des crises internes et pour être reconnus aussi. Ce sont des gouvernements qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas un poids. Et si jamais il y a un vote de sanction qui est contre eux aux Nations Unies, eh ben c'est le peuple qui va payer. Donc, réciprocité pour le moment, c'est pas bon. Ouattara, lui, est reconnu. Il a une position. Je ne suis pas en train de défendre Ouattara, que les peuples africains ne comprennent pas mal mon intervention. Je ne suis pas en train de donner du crédit à Ouattara. Je suis en train tout simplement de dire que la position de Ouattara vis-à-vis de l'international, elle est beaucoup plus solide que celle de M. Traoré, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime, ça à titre personnel. Donc il faut faire attention à tout ça. Jouer avec des militaires en dehors de ses frontières, c'est dangereux. Et histoire, une fois, ça peut mener à une guerre civile. Et une guerre civile entre des peuples qui sont les mêmes en vérité, parce que la carte géographique de l'Afrique, quand on a fait le découpage des pays et des frontières, c'était pas en fonction des peuples, des ethnies, c'était en fonction des intérêts occidentaux. Donc faisons attention à tout ça. On risque d'avoir des frères qui se battent, on risque d'avoir des cousins qui s'entretuent. Donc il ne faut pas aller trop vers la réciprocité sans y réfléchir lourdement. D'autant plus, j'insiste dessus, les Américains sont en train de chercher un autre marché pour leurs armes. Merci. Il faut tout faire pour éviter toute forme d'escalade patient par fin d'homme. Parce que quand on écoute Linda Larbaoui, elle ne profiterait à personne pratiquement.
cette escalade-là, ni au Burkina Faso, ni à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais évidemment, vous savez que la Côte d'Ivoire, malgré les 2 mandats de M. Ouattara, n'a pas réussi à panser les plaies de sa dramatique crise post-électorale. Et nous savons que depuis un certain temps, le Burkina est dans une situation assez difficile en ce qui concerne la question sécuritaire pour son pays. Mais il y a encore plus grave, c'est-à-dire qu'il y a un engrenage qui risque d'être créé là et qui risque de se transformer en une espèce de vendetta contre, par exemple, les Burkinabés qui sont installés en Côte d'Ivoire. N'oublions pas. Parce que ça va dans tous les sens. Les Burkinabés qui sont installés en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont installés du côté du Burkina Faso. On a l'impression que les 2 peuples se regardent en chien de faïence, patient parfait. Donc à un moment donné, ça pourrait dégénérer de toutes les façons. En tout cas, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de retenue. Là, j'interpelle encore mon jeune frère Ernesto Podacé. Dans ses posts quasi quotidiens sur Facebook, je dis attention, il ne faut pas aller très loin. Parce que si vous allez très loin, vous ne savez pas à quel moment la ficelle va rompre et puis ça peut déclencher des situations qui sont dommageables. Je disais donc que, d'abord, M. Ouattara, donc beaucoup nous disent qu'il est burkinabé. Bon, il a été au FMI à ses débuts en tant que burkinabé, ça personne ne peut le nier. Mais il est arrivé au pouvoir, aidé en cela aussi par des mercenaires et burkinabés, et maliens, et même nigériens. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, les peuples des 3 pays de l'AES, au vu des actions belliqueuses de M. Ouattara, ils ne comprennent pas. Ils disent, il y a une expression Barbo Kafissa, ça veut dire que vraiment, nous te demandons pardon, vraiment, ce qui s'est passé, parce qu'il était loin d'imaginer que ce soit Ouattara qui soit en première ligne pour prendre des décisions aussi radicales vis-à-vis de leur pays quand ils ont décidé de se lancer dans la quête de leur souveraineté. Alors, ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une migration puissante de peuples burkinabés au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils étaient parmi les métiers agricoles qui travaillaient dans les champs de cacao et au profit de cette crise-là, beaucoup sont devenus pratiquement propriétaires de plusieurs plantations de cacao et même de plusieurs villages. Mais ils n'oublient pas qu'ils sont des burkinabés. C'est une déflagration. Dans cette région-là aujourd'hui, je peux vous assurer que personne bien malin sera celui qui sera capable de contrôler, n'est-ce pas, l'étendue de ce feu de brousse qu'il risque de prendre. C'est pour cela qu'une fois de plus, la diplomatie doit être mise en avant pour tout faire pour que vraiment cette étincelle ne prenne pas. Et de dire aux différents acteurs, à la fois politiques et ceux qui sont dans le cadre de la société civile, de vraiment retourner leur langue 7 fois dans la bouche avant de prononcer un mot traite qui peut soit irriter, soit créer des situations qu'après nous allons tous les regretter. Et une fois de plus, je suis pour qu'on aille très rapidement vers une situation d'apaisement et qu'il y ait des échanges, n'est-ce pas, si on peut les appeler comme ça, entre guillemets, des prisonniers de chaque camp, et que, bon... En tout cas, c'est le scénario qui se dessine. Voilà, c'est-à-dire qu'un dialogue puisse s'installer entre les 2 États pour que, moi, je suis pour une commission mixte, n'est-ce pas, qui patrouille le long de cette frontière pour que, justement, on puisse avoir des rapports quasi quotidiens au niveau de la sécurité et des 2 armées et des 2 États, pour qu'ils sachent minute by minute ce qui se passe au niveau de cette frontière, pour que ne soit pas l'objet ou bien l'abcès de fixation qui peut déclencher une situation dans laquelle viendront s'engouffrer, comme je disais tout à l'heure, toutes les hyènes qui tournent autour de notre continent et qui ne cherchent que cette petite fenêtre d'opportunité pour eux, mais de malheur pour nous, pour s'y engouffrer et créer le chaos dont personne ne peut aujourd'hui nier le fait qu'ils sont en train d'ourdir les plans, n'est-ce pas, dans l'ombre. Et c'est à nous, comme disait Linda Larbaoui tout à l'heure, d'être intelligents et de ne pas prêter le flanc, n'est-ce pas, à cette exposition malheureuse-là. Voilà. Linda Larbaoui, quel crédit donner à la diplomatie dans un tel contexte ? Vous montrez-vous optimiste quant à un terrain d'entente aujourd'hui entre les 2 gouvernements ? Je pense que l'Union africaine actuellement est en train de travailler sérieusement, déjà à réclamer de sièges permanents à l'ONU et essayer de réunir justement le gaz africain avec une plateforme qui est le Niger. Donc le Niger est
frontalier au Burkina. Et il y a aussi l'histoire du nucléaire. Il y a eu un sommet en Afrique du Sud concernant le futur du nucléaire et des énergies en Afrique pour aller vers un véritable développement. Donc je pense que l'Union africaine ne laissera pas faire et va intervenir sérieusement dans ces dossiers. Il serait temps que les pays qui ont décidé d'aller vers ce que nous appelons l'AES essayent quand même de trouver une certaine stabilité et d'aller vers des gouvernements civils, pas en éliminant les militaires, bien évidemment. On peut, par exemple, M. Assimi Goïta peut peut sortir de son poste pour se proposer et être président du Mali. Les Maliens qui l'estiment et qui l'aiment, et puis on voit en lui quelqu'un de solide, on peut voter pour lui. Il faudrait passer le cap justement de rester côté militaire et côté ce que les Européens, les Occidentaux appellent les putschistes. Il serait temps de passer à autre chose, ne serait-ce que pour légitimer sa présence au pouvoir. Mais est-ce que c'est ce que le peuple attend aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, Linda Larbaoui, que nous sommes dans une forme... Parfois, on se laisse envahir par des émotions et on ne rate pas les choses en face, ou du moins la réalité en face. Est-ce que c'est ce que le peuple voudrait, précisément? Ou du moins les peuples voudraient aujourd'hui? Le problème des pays, des peuples africains, et j'en fais partie, moi, ce que j'ai appris le plus en Europe, c'est le pragmatisme. Nous ne savons pas réfléchir avec un pragmatisme réel, nous réfléchissons avec le cœur. Nous sommes très émotifs en Afrique et c'est ça qui fait aussi que nous restons un peu en retard. C'est pas compétences, mais nous réfléchissons avec le cœur, pas avec le cerveau. Donc, moi, je l'ai vu quand j'ai intervenu par rapport sur le dossier, sur quelques dossiers, notamment le dossier malien concernant l'incident qu'il y a avec l'Algérie. Ben, je me suis retrouvée, parce que je suis algérienne, et je me suis retrouvée déjà dès le départ partir menteuse et partir perdante dans ce qu'on appelle un combat. Mais moi, pour moi, je ne suis pas dans un combat. Je suis dans un combat contre l'Occident, mais pas contre les peuples africains qui souffrent autant que moi, en vérité. Donc, il faut qu'on rectifie tout ça, et ça va pas être facile, mais c'est à nous, justement, les intervenants, de dire la vérité et d'essayer de mettre les sentiments de côté, parce qu'il y a des millions de spectateurs qui nous écoutent, et c'est aux médias aussi, comme vous, d'essayer aussi de rectifier cette petite erreur que nous avons chez nous. J'appelle ça une erreur de parcours, parce que le continent le plus pacifique de tous les autres continents dans le monde, c'est le continent africain. Et là, nous le voyons que par les armes. Si les Africains n'ont pas développé les armes, c'est parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils ne s'entretuaient pas entre eux. Les Européens, depuis la Pax Romana, regardez, ils ont occupé le monde entier avec des armes destructrices jusqu'à l'arme nucléaire. Donc, aujourd'hui, ce que nous vivons en Afrique, c'est une évolution. Il y a aussi une transformation géopolitique complète qui est en train de se passer. Il y a des pays émergents, il y a des pays qui sont appelés à disparaître complètement, et il y a aussi des forces qui vont diminuer. Nous le voyons chez les Américains, ils sont en train de chercher le moyen de résister, et ils risquent de trouver ça en Afrique pour continuer à vendre des armes et pour continuer à dominer. Et il y a des pays comme la Russie, comme la Chine, ça y est, ils ont trouvé leur place. Il faut aussi donner des chiffres. Les Russes, par exemple, pour la première fois, ils sont passés à 1,7 au niveau économie, au niveau commerce, à 5,3 trillions cette année, depuis le mois de février de l'année dernière jusqu'au mois de février de cette année. Pour la première fois, ils dépassent les Allemands. Tout ça joue dans ce qui est en train de se passer, puisque le gros gâteau qui se dispute tous, c'est l'Afrique. Donc, les peuples africains devraient s'émanciper, chercher leur intérêt. Est-ce que c'est mon intérêt d'aller vers une guerre? Est-ce que c'est mon intérêt de continuer à considérer la Côte d'Ivoire comme un ennemi? Ou est-ce qu'il ne serait pas préférable? Et là, je suis pour
cette politique, la politique algérienne, essayer justement d'incuber l'autre et d'attirer l'autre vers moi, même si il y a des choses qui nous séparent, eh ben on va trouver ce qui peut nous réunir pour former une force. Actuellement, les pays maghrébins sont en train de travailler justement main dans la main pour essayer de former le libre-échange. C'est déjà fait, donc depuis un mois, il y a un libre-échange entre les pays du Maghreb en dehors du Maroc et les pays sahéliens. Et avant-hier, il y a eu l'intervention du président Tebboune. La question a été posée par rapport au Maroc, avec qui nous avons des vrais problèmes. Il a répondu clairement que la porte n'est pas fermée au Maroc, sauf que le Maroc a choisi d'autres alliés, c'est-à-dire travailler avec l'Occident et avec Israël, et nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de travailler entre Africains, avec des partenaires, mais de travailler entre Africains pour l'intérêt de l'Afrique. C'est ça la réponse qu'il a donnée. Donc ces pays devraient prendre quand même un exemple sur le Maghreb, qui a connu aussi des déstabilisations. C'est le Maghreb qui en face l'Occident, ce n'est pas le reste de l'Afrique. Donc n'importe quoi, ça commence par le Maghreb. Ce qui se passe dans le Sahel a commencé en Libye, par exemple. Donc tout ça, il faut vraiment analyser. Il faut que tous ces monteurs qui sont sur des plateaux à essayer de briller, il faut qu'ils se taisent à jamais, parce qu'ils sont en train de gangréner la situation africaine. Est-ce que c'est mon intérêt à moi, algérienne, d'aller vers une guerre médiatique avec mon frère malien? Je dis bien mon frère malien. Ce n'est pas mon intérêt. Donc c'est là où il faut stopper les choses. C'est déjà les médias. Les médias jouent un rôle important. Les médias ont un rôle très important dans ce qui se passe en Afrique. Et je souhaiterais que tout le monde se range, parce que si l'Algérie aujourd'hui explose, ça va être le reste. Si le Mali explose, ça va être l'Algérie aussi qui va exploser. Donc notre intérêt, c'est tout le continent africain, et d'aller vers une véritable émancipation des cerveaux et d'aller vers la vérité. Les Russes ont choisi, pour faire la Russie d'aujourd'hui et passer de tout le cap fin de l'Union soviétique, les 10 années très très dures qu'ils ont passées, et d'aller vers les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, eh ben, Poutine a créé des médias sincères, des médias qui ont commencé à dire la vérité déjà à leur peuple. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse aussi. Merci. Merci à vous. Vous avez ouvert une brèche. Peut-être qu'il faudrait qu'on l'exploite à Linda Larbaoui. Passons par fin d'homme, comment analyser les choses de façon pragmatique quand nous sommes dans un contexte où nous avons pris l'habitude justement de laisser les émotions prendre le dessus? Passons par fin d'homme, parce que là, pour éviter impérativement que Ivoiriens et Burkinabés continuent de se regarder justement en chaîne de faïence, il faudrait peut-être aujourd'hui qu'on mette en avant ce pragmatisme-là, qu'on fasse comprendre au peuple aujourd'hui que la guerre n'est pas la solution. Mais pour cela, il faudrait vraiment analyser les choses de façon pragmatique. Mais comment y arriver quand nous savons qu'aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez, on met beaucoup plus en avant cette analyse, peut-être qui vient du cœur, mais qui fait à chaque fois rejaillir les émotions. Patient par fin d'homme. Vous savez, le moyen le plus court, le plus radical, le plus incisif, le plus violent, pour faire des coupes claires dans une population et enclencher le processus de retard d'une nation, c'est la guerre. Elle est violente plus que toutes les maladies que les industries pharmaceutiques, biochimiques, etc. ont pu créer. La guerre, c'est un truc terrible. Parce que derrière la guerre, il y a les traumatismes de la guerre. Derrière les traumatismes de la guerre, il y a le fait que les gens restent avec des relents de haine qui souvent durent pendant des décennies. Et ça, c'est un truc que vous ne pouvez même pas essayer d'analyser, j'allais de quantifier, n'est-ce pas, dans un court terme. Nous n'avons pas besoin de guerre entre les frères en Afrique. Il y a des gouvernements que nous combattons, nous comprenons. C'est logique, parce que ces gouvernements-là ont des attitudes, ont des comportements, ont des relations
avec ceux qui pillent l'Afrique, et c'est pour cela que nous combattons ces régimes et ces gouvernements. Mais il ne faut pas confondre ces gouvernements et ces régimes que nous combattons avec le peuple, parce que c'est des choses différentes. Par exemple, nous, le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai beau combattre le président Ouattara comme je le fais depuis très longtemps, mais je ne suis pas du tout d'accord qu'une autre guerre se déclenche au niveau de la Côte d'Ivoire, au vu de l'expérience de la crise post-électorale ivoirienne, avec des milliers de morts. Ce n'est pas un jeu. Jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tant qu'elle n'est pas encore en réalité debout, il y a des gens qui sont là comme des zombies parce que on n'a pas encore vraiment vidé complètement cet abcès-là de cette crise post-électorale. Et pire encore dans cette situation-là, mon cher ami, on oublie souvent que nous sommes dans des constructions, n'est-ce pas? Ouattara passera certainement demain et un autre pouvoir arrivera. Bon, je fais un clin d'œil à ceux que nous combattons ici sur la question de Macky Sall. Vous voyez comment ils sont heureux aujourd'hui. Ça veut dire que les hommes passent, mais les institutions demeurent. Mais quel est le regard qu'on aura quand d'autres seront au pouvoir? Pire encore, les peuples. Les peuples, ils n'ont pas... Ils doivent toujours garder en esprit qu'en réalité, c'est eux qui sont à la base de ce processus, n'est-ce pas, de solidification de nos entités. Vous savez, les partis politiques, comme les associations, la société civile, ne remplaceront jamais le peuple. Ce ne sont que des instruments, n'est-ce pas, dont le peuple peut se servir à un moment donné pour faire avancer leur cause. Et il peut bien arriver qu'il y ait des usurpations, comme on le constate un peu partout, où des partis politiques, des groupements d'individus font même basse, n'est-ce pas, dans une entité. Mais ça ne peut pas durer éternellement, c'est pour un moment, d'autant plus que si ce peuple a des ressorts, est bien formé, est bien organisé, elle va finir par venir à bout, n'est-ce pas, de ces usurpateurs qui, pour un laps de temps, essayent de caporaliser complètement leur destin. Alors, c'est là où on rentre dans la projection de lendemain, de demain. C'est là où je parle souvent de l'unité politique de notre continent. Et j'entends les gens me dire, ah, mais c'est trop vite, vous allez trop vite. Mais je dis, il faut qu'on ait cela en esprit et que nous nous mettons au travail pour qu'on puisse travailler en profondeur pour que cela n'arrive pas. Et c'est ça qui va créer, n'est-ce pas, notre rêve. Et le génie africain est là pour produire ce rêve-là. C'est pour cela que je dis à mes frères burkinabés et aux Ivoiriens, sachez, raison, gardez attention. Une guerre entre ces deux pays aujourd'hui aura des conséquences néfastes, non seulement pour ces deux peuples, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région, dont l'AES aujourd'hui constitue, n'est-ce pas, une construction qui est en train de faire honneur à l'Afrique et de faire plaisir à tous ceux qui combattent, n'est-ce pas, contre le néocolonialisme et la France-Afrique depuis très longtemps. Et là encore, je suis d'accord avec Mme Linda Labaoui, à l'intérieur de l'AES, il faut qu'il y ait des compromis. Il faut qu'il y ait des compromis entre des dirigeants de transition et les acteurs à la fois politiques et la société civile pour qu'il n'y ait pas ce split, il n'y ait pas ce hiatus entre eux qui dirigent le pays et un certain nombre d'acteurs à la fois politiques et la société civile qui ont l'impression que, bon, ils sont dépossédés du tout. Je rappelle que même sur le Vietnam, Ho Chi Minh n'était pas militaire, mais il a dû mener deux guerres assez importantes. Et le général Diap, au départ, c'est pas militaire, il ne faut pas l'oublier. Mais quand vous voyez les constitutions, c'était armée de peuple, guerre de peuple. C'est-à-dire que, quels qu'en soient les cas et dans toutes les situations, on fait tout pour que le peuple et l'armée soient un. Et là, on peut faire, il y a plusieurs constructions qu'on peut faire, il y a plusieurs propositions qu'on peut faire pour que cette osmose-là existe et qu'on puisse continuer l'avant. Et là, c'est d'accord, encore, je l'ai dit d'ailleurs aussi, et Mme Linda Labaoui a repris, vous savez, dans beaucoup de pays, quand c'est très dur, les militaires, parce que c'est eux qui ont raison et qui estiment avoir raison parce qu'ils ont le soutien du peuple, ils font quand même des efforts pour changer de touche, excusez-moi l'expression, pour être dans le cadre d'un civil et aller à la conquête du pouvoir et souvent il le conseille pour très longtemps. Les derniers exemples, c'est le général Al-Sisi. N'oubliez pas que Al-Sisi, c'est un militaire à la base. Donc, je peux donner 1000 exemples comme ça qui montrent effectivement que au lieu de rester dans une situation qui peut être
vu d'un mauvais œil par les gens avec qui vous avez signé, je parle des pays, tiers, des contrats, et qu'ils ont l'impression que vous ne respectez pas ces contrats et qu'ils ont l'impression que vous voulez garder le pouvoir pour vous par la force, par tous les moyens. Il faut donc revenir vers le peuple pour que le peuple légitime votre pouvoir. Et c'est très important aujourd'hui. Ça devrait déjà être le cas pour vous, parlant de ces États-là, patient parfendum. Il y a deux propositions. La première proposition, c'est cette complicité entre ce pouvoir et le peuple. La deuxième c'est compromis. C'est compromis. Vous avez parlé de compromis tout à l'heure. C'est-à-dire dialoguer avec la classe politique, leur faire comprendre les raisons, peut-être une nécessité de pouvoir prolonger le bail, ou du moins la transition, ou alors la deuxième. Moi, je vais loin. La deuxième, je vais loin. Je dis même, bon, ok, ils mettent de côté tout cela. Et créent là, tout à fait cessante, la Fédération des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Et ils se donnent 5 ans pour mettre les institutions en place. Maintenant, c'est eux, au niveau des militaires, qui seront commencent à, n'est-ce pas, arranger et faire cette affaire-là. Je crois que personne ne s'en plaindrait. Mais vous ne pouvez pas rester dans un cadre institutionnel que vous-même vous avez validé. Et qu'au même moment, vous nous dites, et de toute façon, la situation n'a pas encore bien évolué, c'est pour cela que nous ne pouvons pas encore organiser les élections, nous ne pouvons pas encore passer à une transition civile de pouvoir. La question que beaucoup de gens vont commencer à se poser, c'est que est-ce que vous avez réellement l'intention de passer à un gouvernement civil et à une légitimation par la voie par le biais du peuple de votre pouvoir? Et je peux vous dire, attention, on a vu beaucoup de totalitarismes qui ont commencé tout doucement comme ça, parce qu'ils étaient incompris, et puis ça a débouché sur des situations désastreuses et malheureuses. Quand je le dis, j'attends les flèches de gauche à droite. Ça c'est sûr, il y en aura, mais c'est aussi ça, à mon sens, mon rôle. Mon rôle n'est pas de voir des gens qui soutiennent dans un pays comme le Cameroun des institutions soi-disant civiles et qui vont ailleurs professer autre chose sous le fallacieux prétexte qu'on ne peut faire autrement. Il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui étaient à la base des militaires. Alors, à mes frères maliens, que je soutiens, et dont mon soutien il est inégalé, de ne pas prêter le flanc, n'est-ce pas, à la critique, n'est-ce pas, de leur propre peuple. Et c'est ce que attend l'Occident pour rentrer en fond, n'est-ce pas, comme un poisson dans l'eau et crier, n'est-ce pas, cette esclave, cette zizanie. Et il ne faut, ça ne sert à rien de cataloguer les gens, d'indexer les gens. Oh, lui, il a la sorte de le Soudan, lui, il a la sorte. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il faut convaincre, n'est-ce pas, par le biais d'un certain nombre de mécanismes qu'on mettra en place pour que, justement, le peuple se reconnaisse dans son armée et que son armée se reconnaisse dans le peuple et que les deux forment une seule entité, n'est-ce pas, pour la conquête des souverainetés dont nous avons tant besoin au niveau de notre continent aujourd'hui. Avant de prendre la deuxième thématique, nous faisons un tour au standard avec M. Sidi, qui nous a rejoint. Je rappelle que vous appelez depuis le Bénin. Vous voulez forcément partager votre point de vue avec nous ce soir, parlant justement des thématiques sur la table du débat. La première concernant bien sûr ces soldats burkinabés interpellés du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, M. Sidi, et bienvenue. Bonsoir Foyou Télévision, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Foyou, bonsoir à tous les invités et bonsoir à mon très cher journaliste Nguéné pour le travail abattu. Merci pour les questions qui sont très claires et bien posées. Monsieur Patient Parfendum, aujourd'hui je suis désolé de vraiment vous envoyer une flèche, comme vous êtes en train de le dire, parce que je ne vous comprends pas, il y a de cela 2 jours. Est-ce que c'est le vieux patient Parfendum, ça que je connais là, ou bien il a changé? Parce que je me pose beaucoup de questions, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai mes réponses. Nous sommes là, prêcher ici, dans une chaîne panafricaniste, où des milliards de téléspectateurs sont en train de nous suivre dans toute l'Afrique, qu'il faut inventer notre propre système politique. Aujourd'hui, le drogué de Zelensky est en guerre au niveau de la Russie. Les États-Unis, qui sont guides de la démocratie occidentale, lui donnent carte blanche, sans délai, sans compromis, sans rien avec les opposants, qu'il aille juste là où il veut. Nous sommes dans la même situation au niveau du Burkina Faso, du Mali et du Niger, confrontés à des criminels formés, entretenus par les mêmes États-Unis qui nous obligent, nous, à aller, qu'on appelle aux élections, à la façon occidentale.
Mais écoutez, nous voulons une liberté ou bien nous voulons suivre la démocratie occidentale. Moi, je ne comprends pas bien. On nous parle de légitimation. Est-ce que ce sont les États-Unis ou bien les extérieurs qui vont nous légitimer en Afrique, nos pouvoirs, ou bien c'est le peuple même qui va légitimer? S'il s'agit de la légitimation du peuple, mais les pouvoirs là au Sahel sont légitimes. Les peuples sont sortis pour montrer leur soutien. Et quand il y a même un soupçon de tentative de coup d'État au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, on voit le peuple sortir. Mais écoutez, si les États-Unis sont partis, c'est le peuple qui les a chassés. Donc ici, je ne vous comprends pas très bien. Maintenant, Linda Arbaoui est en train de nous vanter, qu'on appelle les bienfaits du Maghreb. L'Algérie, je suis désolé, ce n'est pas un exemple, Madame Linda Arbaoui. L'Algérie, c'est un pays criminel, en concubinage incestueux avec la France pour piller les ressources du Mali au nord, du Kidal, au nord du Mali. Mais nous avons les preuves, Madame Linda Arbaoui, que l'Algérie pille les ressources en complicité avec la France, les ressources au niveau du Kidal. Mais de quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de la confrontation directe avec l'Occident, parce que ce que vous croyez là, c'est vous peut-être qui avez peur de la confrontation avec l'Occident. Ils n'ont qu'à venir nous exterminer. Vous pensez que ce sont les rigolos qui sont au pouvoir au niveau du Burkina Faso, du Niger et du Mali? Non, bien sûr. Nous attendons bien cette confrontation. Nous verrons. Ils n'ont qu'à nous attaquer. On verra les alliés que chacun a et comment chacun va se défendre. Nous n'avons plus ce complexe. L'Occident n'est pas plus puissant qu'on appelle que l'AES. Si la Côte d'Ivoire se permet le vilain plaisir d'attaquer, qu'on appelle le Burkina Faso, vous verrez la réaction de tout le monde. Mais on les a défiés ici à Mondial Vision, 15 pays, 13 pays du moins, à venir attaquer le Niger. Ils sont venus avec l'OTAN. Qu'ils viennent. Écoutez, finissons avec ce débat. Nous voulons que Assimi Goïta, Ibrahim, qu'on appelle le général Tchani et Ibrahim Traoré, commencent par renvoyer au front tous ces magistrats, tous ces démocrates, pour leur montrer que le pays, que l'AES est en guerre, et qu'on ne peut pas organiser les élections. C'est parce qu'on ne les envoie pas au niveau du front pour qu'ils voient que nous sommes en guerre, qu'ils sont en train de demander la démocratie occidentale. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis tellement remonté, je suis très déçu. Je ne sais même pas quoi dire. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat avec ou sans le soutien qu'on appelle des mécréants et des forces obscurantistes qui sont là pour nous barrer la route. Personne ne peut résister au panafricanisme. Assalamu alaikum. Monsieur Sidi, le standard il est ouvert. Je sais, vous aurez l'occasion de réagir, Linda Arbaoui, et vous passez en parfendum sur les préoccupations de Monsieur Sidi qui nous appelle depuis le Bénin. Mais est-ce que nous avons quelqu'un d'autre? Bonsoir à vous, monsieur. On vous appelle comment? Oui, allô? Oui, bonsoir. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Allô? Oui, nous vous recevons, monsieur. Allez-y. Bonsoir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup for You TV. J'interviens dans le sens je suis Matéké. J'interviens dans le sens de ceux qui venaient d'intervenir. Cette dame qui venait d'appeler nous a toujours vanté la bonne foi des Algériens. L'Algérie venait de nous montrer sa vraie face. C'est une dame qui joue pour l'Occident. L'Occident, c'est l'Occident qui est derrière Ouattara, tout ce que veut faire Ouattara. On est civil ou pas, je suis étonné vraiment, le nègre est très malheureux. Je suis étonné par la position de M. Ndom qui connaît être civil ou pas. Quand tu n'as pas d'intérêt avec ces gens, ils vont t'attaquer. Monsieur Ndom a fait là comme c'est le noir, vraiment le noir, l'homme noir. Il manque de dignité, il change de peau comme le caméléon. Nous attendons Ouattara, nous attendons les Occidentaux qui viennent nous tuer. Il n'y a pas d'élection dans ces pays parce qu'ils
veulent nous forcer. Il n'y aura pas d'élection. Ces militaires sont des citoyens. S'ils sont là, c'est pas le peuple. M. Ndom nous dit que le peuple, quel peuple? Quel autre peuple? M. Ndom m'a déçu. Il a déçu tout le monde ce soir. Votre chaîne, c'est une chaîne comme une autre que je connais, qu'on coupe déjà partout. Mais ayons une position, nous les Noirs. Quand ça ne va pas, disons que ça ne va pas et mourons dans ce sens-là. Kadhafi était habillé comment? C'était un civil, c'était un militaire converti. Les Américains sont les gens les plus méchants du monde. Le peuple noir, c'est zéro pour eux. Nous savons que ce sont eux qui montent Ouattara. Nous savons que Ouattara, ayant perdu le Sénégal, veut se racheter auprès des Français. Nous voyons tout, rien n'est caché aujourd'hui. Ils ne vont pas nous dire que parce que les gens là sont militaires ou quoi que ce soit. Ils resteront militaires et ils vont gérer. Qui reste là même 10 ans. La France, De Gaulle a fait combien de temps pour être ce qui... Est-ce que Parfait Ndom là pouvait dire à De Gaulle que change ta veste? Non, il faut qu'on cesse d'être soumis jusqu'à la mort. Il faut que nous ayons notre conviction que parce que nous avons découvert que la France et les Occidentaux sont nos ennemis jurés. Je vous jure, la France, c'est notre ennemi juré. La France et les Occidentaux, ils sont habitués, ils ne peuvent pas changer. Mais alors, vraiment, par peine d'homme là, il est décevant. C'est l'incarnation du noir même qui ne peut pas assumer. Quand quelqu'un qui disait hier... Oui, pour sortir, M. Mateke, pour sortir. À cause d'une blanche qui veut nous tromper. Cette femme-là, elle n'a pas vu comment le Mali a compris le jeu des Algériens. Elle n'a pas suivi. Et quand les gens en parlaient, moi je la suivais. Mais c'est une femme qui nous a montré la limite de son raisonnement. Elle a fui à Prix Média. Pourquoi? Pour dire ça. Alors, elle n'est pas honnête. Nous en foutons de l'Algérie, nous en foutons de la France, nous en foutons... Merci à vous, M. Mateke. Merci. On va rester dans les limites du débat. Vous avez de nouveau de point de vue. Et le peuple noir et ces pays-là vont se réunir. Merci. Merci, M. Mateke, pour votre point de vue. Décidément, on reste au standard forcément avec notre appelant ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. On va essayer d'aller un peu plus vite. 1 minute chacun. Nous avons encore une deuxième thématique et pratiquement 17 minutes devant nous. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Est-ce que vous nous recevez, monsieur? Bonsoir et bienvenue. On vous appelle comment? Oui, allô, bonsoir, M. Ndele. Bonsoir, doyen Parfait Ndom. C'est M. Karimou depuis Bénin, depuis Port-Novo. Allez-y, M. Karimou. Bonsoir, ma chère Ninda. J'appelle dans le sens de Cindy. Où M. Parfait Ndom et Mme Ninda, comprenez que nous avons nos propres opinions avant qu'on ne vous écoute à la télé. Tout le monde n'a pas l'occasion de se présenter à la télé pour dire ce qu'il pense. C'est pour ça qu'on reste à l'écart pour vous écouter. Donc veuillez s'il vous plaît, ne pas changer. Gardez votre ancienne position pour qu'on puisse vous placer toutes les confiances qu'on a l'habitude de vous placer. Et on vous remercie très très beaucoup pour tous les efforts et les choses accomplies pour le combat. Dieu est fort. Et spécialement mon doyen, Parfait Ndom, je vous en prie, gardez l'ancienne habitude, s'il vous plaît. Je vous en prie, je vous aime beaucoup, je vous adore beaucoup. Je vous en prie, de tout mon cœur, je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup et bonne continuité. Monsieur Karimou, depuis le Bénin, au standard, un autre appelant forcément. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô. Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Ok, je pense que je vais intervenir dans la même veine que mes prédécesseurs, sans toutefois utiliser des gros mots. Je pense que nous devons avoir notre position. Et Desmond Tutu a été clair, en situation d'injustice, si vous prenez la voie du milieu, c'est que vous avez pris le parti de l'agresseur.
Voilà. Nous, Africains, aujourd'hui, on doit comprendre une chose. Nous sommes en rébellion contre le système qui est en place. Regardez l'élection de Faye. Ils ont été clairs, ils ont dit Faye, c'est l'anti-système. Sans même comprendre ce que Faye va venir faire avec son compatriote. Je ne veux pas dire des mots à l'encontre du grand frère du doyen. Parfait. Bon, nous, on comprend l'autre. Hein. Linda, elle est dans une disposition. Voilà, Linda, elle est dans une disposition. On lui demande réellement quel jeu joue l'Algérie dans l'hébergement du djihadiste. Moi, c'est la seule question que je vais demander à la dame. On ne peut pas comprendre que des gens sortent du Mali et se retrouvent en Algérie. Et c'est ce jeu-là que Blaise a joué pendant longtemps avec la Côte d'Ivoire, en hébergeant le djihadiste. Si c'est ce jeu-là que l'Algérie veut jouer, bon, il est clair que l'Algérie est l'ennemi, va devenir l'ennemi. Mais si ce n'est pas ce jeu, l'Algérie reste l'ami. On soit clair. Bon, je m'arrête là. Merci à vous. Nous allons provisoirement revenir sur le plateau et donner la parole à nos intervenants, du moins à nos panélistes, pour qu'ils disent chacun un mot sur les réactions des téléspectateurs. Peut-être démarrer par vous, avec vous, Linda Larbaoui, la préoccupation du dernier téléspectateur qui ne comprend pas pourquoi certains qualifient l'Algérie comme étant le foyer qui abrite les groupes armés terroristes. Linda Larbaoui, rapidement sur la préoccupation de cet intervenant. Rapidement, malheureusement, on tombe dans la propagande. Quand il s'agit de l'Algérie, c'est les Occidentaux nous donnent des informations et c'est une parole d'évangile, donc c'est vrai. Mais quand nous parlons d'un autre pays, le Mali, le Burkina, le Niger, ça peut être la Côte d'Ivoire également, même le Cameroun, là il y a de la propagande occidentale. Les informations qui sortent aujourd'hui, et ça fait quelques mots, et dénoncer que les Émirats arabes ont dépensé pour l'Afrique 150 millions de dollars pour justement déstabiliser les pays qui peuvent aider l'Afrique à émerger, notamment l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de fausses informations. Est-ce que les gens sont conscients que si on doit voler du gaz, il y a toute une infrastructure qui doit se mettre en place et ça se verrait. Donc à Kidal, il n'y a aucune infrastructure qui peut permettre de voler du gaz. Vérifiez vos informations. Pratiquement tout ce qui sort actuellement, ça sort des journaux marocains et émiratis. Vérifiez vos informations. Ceux qui accusent l'Algérie de quoi que ce soit, l'Algérie est pragmatique, on ne rentre pas en guerre, nous. On sait ce que c'est que la guerre. Toute l'Afrique, tous les pays africains, que ce soit le Maroc, Tunisie, la Libye, pour ne pas qu'on dise l'Afrique noire, l'Afrique blanche, et le reste de l'Afrique, ça a été une décolonisation. Concernant le terrorisme, on abrite les terroristes. Il y a beaucoup de terroristes algériens, c'est vrai. Ils sont tous condamnés. Je peux vous donner des noms, allez vérifier. L'Algérie publie tout. On les réclame à la France, on les réclame aux États-Unis, on les réclame parce que leur patron... Les États-Unis ne veulent pas le donner. Il y a le terrorisme avant 2001. Il y a le terrorisme après 2001. Avant 2001, l'Algérie s'est battue toute seule. Et tout le monde nous a fermé la frontière à part la Tunisie. Tout le monde. On nous a laissés tout seuls. Et c'est du djihadisme qui est venu du Sahel. Ça a commencé par les pays sahéliens qui nous ont envoyé du djihadisme. Mais nous, on ne le dit pas. Parce que je suis là pour réunir l'Afrique, pas pour diviser. Nous avons perdu des diplomates. À Kidal, on nous a tué nos diplomates. À Kidal, et l'Algérie n'a pas répondu à nos frères maliens, parce que c'est nos frères, et parce que c'est venu de l'étranger. On n'a pas accusé les Maliens. Monsieur Diop, qui s'acharne sur l'Algérie, qui a fait de lui un monsieur, c'est l'Algérie. Il a eu une bourse pour étudier gratuitement en Algérie. Je le dis aujourd'hui parce que ça a été dit par le président de la République il y a 2 jours. Donc, Amina Fofana, elle est devenue architecte en Algérie, par de l'argent algérien. Donc on forme des élites, on ne forme pas des terroristes. Et le terrorisme après 2001, quand les États-Unis ont décidé d'aller en guerre contre le terrorisme, et c'est eux qui nous ont ramené Omar el-Bashir
au Soudan. Ils ont fait un coup d'État et ils ont déclaré l'État islamique au Soudan avec Ben Laden qui était là depuis 1991 à 1996. Donc, allez dire ça aux États-Unis. C'est l'Algérie qui a payé 250 000 morts. Alors, s'il y a un pays africain qui a payé ce tarif, 250 000 morts, qu'ils nous le disent. Et si on veut faire la guerre à l'Occident, il ne faut pas aller mendier du blé à la Russie. Nous mendions le blé, nous mendions nos médicaments. Gaza, depuis le 7 octobre, tient le coup parce qu'ils se préparaient depuis 1967, qu'ils creusaient. Et ils fabriquent leurs armes à Gaza. On a appris qu'on ne fabrique pas les médicaments qui nous permettent de nous soigner. Donc, si vous voulez vous libérer, donnez-vous le moyen. On n'a pas le moyen de nous libérer en Afrique, pas pour le moment. On peut gagner des points. On ne peut pas gagner une guerre. Gaza, depuis le 7 octobre, l'Occident l'assiège et aucun pays dans le monde n'a pu faire quelque chose. Ni la Chine, ni la Russie n'ont pu intervenir pour faire rentrer une bouteille d'eau. Alors comprenez que vous êtes face à des criminels que l'Algérie connaît très bien. Parce que le terrorisme, encore une fois, chez nous, c'est 250 000 morts, 2 millions de déplacés et 1 million qui ont foutu le camp du pays comme moi. Donc je ne travaille pas pour l'Occident, monsieur. Je travaille pour mon propre pays, mon propre continent. Et celui qui a les moyens de se libérer, qu'ils nous le disent. Ce n'est pas l'AES qui ont 50 000 militaires qui vont libérer l'Afrique. Ils ne fabriquent pas leurs munitions, ils ne fabriquent pas le blé qu'ils mangent. Donc il faut se calmer un petit peu, il faut arrêter de croire que ça y est, on a les moyens de partir en guerre contre les États-Unis, alors que ni les Chinois, ni les Russes n'ont pu contrer les États-Unis à Gaza. Et les Gazaouis, je leur tire chapeau. Depuis 1967 qu'ils se préparent, et là, ils tiennent le coup. Malgré qu'on les affame, on a trouvé la pire des guerres contre les Palestiniens, c'est de les affamer. Alors, voilà ce qui vous attend. Si vous n'avez pas compris ce message, eh ben, il y a du boulot à faire en Afrique. Merci à vous, Linda Larbaoui. Passez en parfait, donc je reviens vers vous. On va prendre le temps nécessaire pour mieux expliquer les choses. On doit être pragmatique. Et justement, on doit expliquer les choses telles qu'elles sont. Passez en parfait, donc. Vous avez suivi, vous l'avez prédit. Et vous avez reçu ces flèches en question. Oui, mais écoutez, nous sommes dans un débat avec mes frères africains. Et c'est ça qui fait le charme du débat, cette contradiction. Mais en aucun moment, je n'aurai pas des mots quand même qui sortent du cadre convivial d'un débat, parce qu'il faut qu'on s'écoute et qu'on se... Oui, parce que notre ami du Bénin a utilisé des mots quand même... Bon, je le comprends, mais il n'y a pas que lui et nous. Il y a des millions de gens qui nous écoutent. L'Afrique, c'est un autre niveau de raisonnement maintenant. Donc j'espère que pour les prochaines fois, il ferait l'économie, n'est-ce pas, de ces mots assez violents qui frisent l'insulte et l'injure. Ce n'est pas ça l'Afrique, premièrement. Deuxièmement, il faut faire la part des choses. Notre soutien au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple nigérien, il est indéfectible. Je n'ai pas varié d'une once. Ça, c'est un fait, d'ores et déjà. Je n'ai pas varié d'une once depuis que je suis dans cette guerre médiatique plus d'une décennie, parce que ma guerre politique, elle a plus de 3 décennies aujourd'hui. Je n'ai pas varié d'une seule once. Mais je tire les leçons. Il m'a dit quelque chose de très important. C'est ce que moi j'ai appris dans mon parti. Il faut savoir s'inspirer de vos propres expériences. Mais il faut aussi savoir s'inspirer des expériences d'autres peuples avant vous, n'est-ce pas, qui ont eu affaire à des cas similaires. Pour ne pas être dans la banalisation de la violence, la banalisation de la difficulté, comme s'il suffisait de claquer de la main et tout ça serait réglé. On voit comment les 3 pays de l'AIS continuent d'être confrontés, n'est-ce pas, à cette affaire de cette idée terroriste. Les gens continuent de mourir. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière votre clavier, vous écrivez, mais allez vous informer à la bonne source. Les gens continuent de mourir et au Burkina, et au Niger, au Mali. Malgré les efforts qui sont faits, les gens continuent de mourir. Donc c'est déjà un front qui nous occupe, qui est très violent et qui est très, très important. Comment voulez-vous que nous puissions encore valider le fait qu'on crée notre front à l'intérieur de ce même peuple qui se bat?
ça va être très compliqué. Donc, la question, par exemple, que je pose là de vraiment du dialogue de manière permanente, c'est pas mon patient parfait de entre les autorités en place et toutes les autres. Qui se plaignent, c'est pas et la classe politique, les magistrats qui se plaignent aujourd'hui, il y a des magistrats, il y a des partis politiques, les organisations de la civile. Oui. Ils disent, mais on s'est réunis, on a décidé de combien encore, que bon, à partir de 25, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas empêcher aux gens de poser cette question. Ce n'est pas aimer les militaires que de rentrer dans une comportement, je m'en foutaise, de toute façon, ils n'ont qu'à durer là 100 ans, 150 ans. Attention, c'est pas comme ça. Avant vous, allez étudier l'histoire de Pol Pot. Il est parti sur des bases saines, sur des bases vraiment justes et heureuses, mais malheureusement, ça a donné à la fin ce que ça a donné. Donc il faut qu'on fasse très attention. Je vous dis, vous ne pouvez pas en même temps applaudir les élections au Sénégal et estimer que les élections dans le même format ailleurs sont les élections et c'est une démocratie occidentale. Et au Sénégal, c'était quoi? Tout le monde crie aujourd'hui, Sonko est fort, il a fait preuve de résilience, Machin est faille. Mais pourquoi là-bas, vous trouvez toutes les vertus? Et quand on vous demande d'organiser les choses proprement chez vous, ça devient que c'est une démocratie occidentale. Mais soyons sérieux. Vraiment, soyons sérieux. En quoi les mêmes juges qui ont exclu Sonko et qui ont empêché Amaki de reporter les élections sont-ils plus crédibles par rapport à un jeu que vous pouvez faire chez vous? Donc je dis et j'insiste là-dessus, il faut absolument le dialogue entre les frères maliens. Il faut le dialogue entre les frères burkinabés, il faut le dialogue entre les frères nigériens. Notre ennemi, il est connu. C'est l'impérialisme occidental. Mais nous ne pouvons pas aller l'affronter étant divisés. Ce n'est pas parce que les gens vous disent que j'entends les gens, oui, allons, attaquons M. Ndom. Vous allez m'attaquer, vous allez dire ce que vous allez dire, mais ça ne va pas changer à la réalité. Ça n'apportera aucun changement à la réalité. Soyez rassurés, ce n'est aucunement pas une attaque contre ça ne changera rien à la réalité. La réalité, elle est là. Il y a des gens qui sont dans des pays tiers, mais dans ces pays tiers, on organise des élections. Les élections sont organisées. L'Afrique va apprendre palier par palier. Et ils sont dans ces pays. Mais ils trouvent que c'est facile aujourd'hui où les gens disent, mais mes chers frères, voilà ce que nous avons convenu de commun accord. Pourquoi ce n'est pas respecté? J'ai parlé de la communication ici. Les gens ont trouvé que j'étais excessif. Non, la communication c'est de dire, la Convention nationale avait décidé que si nous avons toujours affaire à cette idée terroriste, on peut prolonger, n'est-ce pas, la transition. Alors, mais comme ce n'est pas eux qui sont au front, parce que c'est les civils, c'est les populations, ce n'est pas eux qui sont au front, c'est vous qui êtes au front, c'est vous qui mesurez, qui êtes capable de dire, là, nous avons avancé ou pas, mais regroupez-les de nouveau. Dites-leur, attention, nous pensions qu'à date d'aujourd'hui, on aurait pu évoluer, mais nous constatons que la situation est toujours assez délicate. Donc nous suggérons, n'est-ce pas, que nous puissions encore, n'est-ce pas, décaler de quelques mois, voire de quelques années, n'est-ce pas, cette affaire de cette transition-là, pour qu'on puisse aller de l'avant. Bravo. Vous avez votre entière confiance au Okona Assimi Goïta. Moi aussi. Mais cette confiance que j'ai en Okona Assimi Goïta, pourquoi elle ne se transforme pas en cécité? Je demande au Okona Assimi Goïta et aux autres, mais écoutez aussi les voix de vos compatriotes. Ces cris-là. C'est tout ce monde-là n'est pas. Ce ne sont pas tous des comploteurs contre le Mali. C'est pas vrai. Peut-être qu'ils n'ont pas été à leur place. Peut-être qu'ils ont été incapables de résoudre le problème. Vous les avez aidés à résoudre le problème. Mais une fois de plus, soyez un. Soyez un. Et pour être un, il faut dialoguer, il faut se parler. Laurent Gbagbo disait, asseyons-nous et discutons. Si vous ne le faites pas, alors vous allez créer un pays entre un groupe qui a la science infuse, qui maîtrise tout, qui connaît tout, et qui va avancer, et l'autre groupe qui va dire, nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont cette affaire est en train de marcher, et je peux vous dire, j'ai insisté là-dessus. Oui, nous sortons par là. Je sors par là. Ce qui s'est passé au niveau du Sénégal va être comme des missiles.
cet exemple sénégalais. Même si nous avons certains retours, certains commentaires qui disent que le Sénégal, contrairement à l'AES, n'est pas en guerre. C'est ce que certains spectateurs estiment à l'instant. C'est l'argument qui revient. Le Sénégal n'est pas en guerre, mais la question casamançaise n'a jamais été résolue. Quand les gens sortent cet argument, je me demande de quoi ils parlent. Alors, le Sénégal est aussi en guerre parce qu'on est toujours sous les fourches codines, n'est-ce pas, de l'Occident. Quand on dit on n'est pas en guerre, il faut savoir varier de quoi on parle. Alors, et qui va nous dire à quel moment maintenant la guerre est terminée? Qui? Comment? Donc il faut faire attention. Les citoyens ont quand même aussi un droit de regard sur les politiques, qu'elles soient dirigées par les militaires ou par les civils, n'est-ce pas, qui dirigent, n'est-ce pas, leur pays. Donc il ne faut pas dire, alors taisez-vous, regardez-nous, nous on sait ce qu'il y a à faire, même si les gens ont l'impression que ce que vous avez convenu de commun accord, ce n'est pas ce qui est appliqué. Vous leur dites, taisez-vous, vous n'avez qu'à vous taire. Je dis, les Pol Pot, il faut faire attention, ils ont commencé avec des intentions très nobles, et on sait comment ça s'est terminé, parce qu'il n'y avait pas de garde-fou, parce qu'il n'y avait pas ce regard critique aussi. Je rappelle, je sors une seconde, les Vietnamiens là, dont on célèbre, c'est sous les bombes qu'il y avait les débats. Il y avait des débats au quotidien sur les bombes américains et français. Pourquoi? Parce que quand on va en guerre, quand on va mourir, c'est un choix qu'on fait. On ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour soi-même. Voilà. Donc dans le cas, par exemple, des VDP, qui ne sont pas des militaires, c'est le choix de manière libre que les civils ont fait d'accompagner leur armée pour mettre en difficulté cette idée terroriste. Donc, une fois de plus, je n'ai pas varié, je soutiens totalement ce qui se passe au niveau de l'AES, mais attention, ne recommettons pas les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés, parce que ces erreurs-là, quand elles sont commises, les dégâts sont tels que après, peut-être que quand ma tête aura sauté, quelqu'un aura quand même le courage un jour de dire parfait, avait dit ceci. Merci à vous, patient, parfait d'homme. Merci également à vous, Linda Larbaoui. Contrainte de temps, nous ne pourrons malheureusement pas aborder la deuxième thématique, mais on la garde au frais, ça c'est sûr et évident. Merci pour votre contribution, Linda Larbaoui. Merci à vous et à bientôt, au revoir. Voilà, à bientôt, patient parfait d'homme. Merci à vous, doyen. C'est vrai que... Voilà. Je remercie tous mes frères. Ouais. C'est ça aussi, on a l'impression de ne pas se confondre, de comprendre autant pour moi. Nous restons soudainement ancrés dans un combat pour la libération de notre continent, mais nous espérons qu'ils comprendront quand même que même sous les bombes, la nécessité de dialogue, il ne faut jamais l'évacuer. Voilà, le format donc de l'émission qui a changé. À partir de demain, vous aurez l'occasion de pleinement vous exprimer. Nous aurons droit à 1 heure de plus. Et oui, ça, on le doit à la direction générale de For You Media Africa. C'était donc tout pour cette nouvelle édition de Point sur l'actualité, la première de cette semaine. Merci à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous prennent en relais sur la 96.3 FM. À toutes nos excuses pour nos nombreux téléauditeurs qui n'ont malheureusement pas pu nous avoir ce soir, mais l'émission est à retrouver bien sûr sur nos différentes plateformes numériques, que ce soit sur Facebook ou encore YouTube. Merci à l'ensemble de la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.